Dans les calmes vallées de la Suisse, si attachée à sa neutralité et à son indépendance, une votation populaire pourrait bien secouer ses partenaires européens. Cette votation populaire est une forme de référendum visant à faire prévaloir la Constitution sur les traités et les décisions des juges internationaux. Une chose est sûre, cette votation du 25 novembre 2018 ne laisse pas indifférent Roger Nordman, conseiller national. Donc c'est vraiment une bombe à fragmentation, cette initiative qui atteindrait tous les aspects de la démocratie, de l'état de droit et des relations internationales de la Suisse. L'initiative en question est portée par l'Union démocratique du Centre. Alors nous sommes allés demander à Jean-Luc Ador, conseiller national et avocat, les raisons d'une telle votation. Pour moi, le plus important, ce sont en fait une série de situations qui régulièrement sont nées d'initiatives populaires. Alors je les cite un peu dans le désordre, mais il y a une initiative contre l'immigration de masse. Il y a une initiative pour l'exclusion des étrangers criminels. Il y a une initiative qui demandait que les pédophiles ne puissent plus travailler avec des enfants. Vous imaginez le sacrilège, que les pédophiles ne puissent plus travailler avec des enfants. À chaque fois, pour exécuter la volonté populaire dans un système qui se prétend démocratique, à chaque fois, on se heurte sur le droit international. Et ça devient insupportable. Une raison de fond confirmée par M. Nordman, pourtant opposé à l'initiative. Une espèce d'initiative de vengeance, d'une certaine manière, parce que l'UDC a fait passer deux initiatives populaires qui étaient partiellement en conflit avec le droit international, et que la mise en œuvre a été faite de manière à éviter le conflit, c'est-à-dire que ce n'était pas une mise en œuvre absolue, c'était une mise en œuvre un peu souple qui a permis de trouver un chemin où il n'y ait pas de conflit avec les engagements internationaux de la Suisse, et ils sont très fâchés. À l'origine donc, des votations populaires ne seraient pas véritablement appliquées. Cet état de fait semble assez clairement assumé à gauche, et la genevoise Lisa Mazzone, conseillère nationale et vice-présidente du Parti écologiste, nous explique pourquoi. Effectivement, dans les précédentes initiatives, ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à ne pas les mettre en œuvre totalement ou pas complètement, parce que sinon il y a des graves dérives qui auraient pu se produire. Et si on venait à sortir de la Convention européenne des droits de l'homme, c'est possible que ces dérives surviennent. Et ça c'est vraiment la catastrophe à mon avis. L'UDC a proposé une initiative contre l'immigration de masse pour avoir des contingents d'étrangers. Et ça violait nos accords bilatéraux sur la libre circulation avec l'Union européenne. Donc on n'a pas fait une application formelle ou à la lettre de cette initiative, parce qu'on s'est dit, on a d'un côté les accords bilatéraux qui ont été acceptés par la population, on a d'un côté une initiative qui a été acceptée par la population, on doit faire un arbitrage. Et nous, en tant qu'élus, on a une légitimité démocratique. Donc on a fait cet arbitrage. Pour parler d'initiatives populaires, nous avons voulu rencontrer celui qui en a porté parmi les plus connus de l'UDC, Oskar Freisinger. Aujourd'hui en retrait de la vie politique, mais fervent défenseur de l'initiative présente. Selon lui, cette initiative vise simplement à revenir à un état de droit antérieur au 12 octobre 2012. Et la procédure a été changée parce que les juges fédéraux, il y a une commission de quelques juges, de 3 juges fédéraux, qui ont décidé que finalement, les accords internationaux de la libre circulation étaient supérieurs à le vote populaire suisse sur l'expulsion des étrangers criminels. Donc on a à ce moment-là décidé, dans les faits, et créé une jurisprudence qui disait le peuple a voté un changement constitutionnel, mais nous, les 3 juges, on décrète que la Constitution suisse, dans ce cas-là, en tous les cas, et ça crée une jurisprudence, et bien que la Constitution suisse est inférieure à des contrats internationaux qui ont été conclus auparavant, comme la libre circulation par exemple. Mais c'est un changement de paradigme, mais extraordinaire, c'est une révolution et personne n'a rien vu. Le peuple suisse n'a rien vu. Ils sont encore maintenant en train de se faire rouler dans la farine par des malhonnêtes et des menteurs qui nous dirigent et qui essaient de leur faire croire que de
de défendre la primauté de la Constitution suisse, ce serait une catastrophe nucléaire, ce serait l'abandon des droits de l'homme, ce serait un changement de paradigme complètement fou, alors que c'est revenir simplement à une pratique qui était la pratique Schubert, ça s'appelait, c'était une pratique qui existait, qui a réussi à la Suisse, et tenez-vous bien, qui correspond exactement à ce que fait actuellement l'Allemagne et à ce que fait la France. Ainsi, selon l'UDC, à force d'intégration européenne, à travers des accords cadres ou des traités internationaux signés, la Suisse a pris tellement d'engagements que les votations populaires ne sont plus garanties d'être appliquées. Je vous donne un exemple qui n'est pas d'une importance cosmique, mais qui illustre assez bien le propos, le loup. Pourquoi est-ce que dans ce pays, la Suisse, on ne peut pas déléguer au canton la compétence de décider si on ordonne le tir du loup qui décime nos troupeaux de moutons? Parce qu'on a signé une convention internationale. Et que contrairement à d'autres pays qui avaient vu ce problème, la Suisse n'a pas émis de réserve sur ce problème-là. Qu'est-ce que nous proposons depuis des années, sans succès? Parce que s'il apparaît qu'à un moment donné, un traité est devenu sur tel ou tel point contraire à l'intérêt de notre pays, on s'approche des autres partenaires, en l'occurrence éventuellement l'Union européenne, puis on demande à renégocier un traité. Il existe un corpus très important qui fait que la Suisse est étroitement associée à l'Union européenne au plan économique, pratique, politique de sécurité, Schengen, Dublin, etc. Et au fond, leur objectif, c'est de bloquer ces accords, de bloquer leur développement. Ces multiples accords existants entre la Suisse et les autres pays européens amènent la Suisse à devoir accepter des décisions de juges européens qui appliquent ces traités. Pour Oskar Freisinger, la question est simple. Est-ce que oui ou non, à l'avenir, vous voulez que ce pays puisse déterminer ses lois librement, basées sur une constitution et un état de droit, ou est-ce que vous voulez accepter qu'il y aura une primauté de quelques juges cooptés, dont on sait qu'ils sont nommés en fonction d'une certaine idéologie et d'une certaine appartenance politique, qu'ils n'ont aucune légitimité démocratique, qui n'ont aucune responsabilité civile par rapport à ce qui se passe dans le terrain, qui, hors sol, vont nous catapulter des décisions qui vont totalement paralyser la démocratie directe suisse. C'est ça qui est l'enjeu de ce vote. Et vous verrez qu'avec l'accord cadre qui nous est par la suite, eh bien on va nous dire systématiquement quand on voudra voter, quand on voudra changer la constitution, etc. Non, mais vous ne pouvez pas parce qu'il y a des dispositions internationales qui sont contraires. Donc c'est la fin de l'exception politique suisse, c'est la fin de la Suisse en tant qu'État-nation. Nous ne serons plus qu'une colonie de quelques décisions internationales prises sans qu'on ait le moins du monde intervenir sur leur teneur. Je dis simplement que cette initiative ne vise pas à résilier la Convention européenne des droits de l'homme, elle vise simplement à recadrer un petit peu l'activité, pas seulement des juges, mais aussi l'activité politique. Parce que la question, c'est de savoir pendant combien de temps encore on va conclure des traités, comme c'est le cas depuis trop d'années, qui sacrifient chaque fois un point de plus de notre souveraineté. L'étape suivante, ce sera l'accord cadre. C'est la reprise, ils appellent ça dynamique, la reprise dynamique du droit européen. Ça veut dire automatique, soyons clairs. Et on n'aura plus notre mot à dire sur toutes les questions essentielles qui touchent les intérêts économiques de l'Union européenne, c'est-à-dire quasiment tout. Alors on pourra voter. Mais pour beurre, c'est comme quand vous jouez au Monopoly, au lieu d'avoir vraiment de l'argent en main. Si on prend la Convention européenne des droits de l'homme, elle n'a pas été soumise, elle n'a jamais été soumise au vote du peuple. Alors, une espèce de légitimité par défaut, mais il n'y a jamais eu de débat sur son contenu, puis personne n'avait imaginé toutes ces conséquences au moment où ça avait l'air sympa, quoi. Comment s'opposer à des notions sympathiques, d'autant plus que ce sont les nôtres. Ce qui est important, c'est ce qu'il en est advenu après, c'est que c'est une juridiction étrangère qui est venue nous imposer des interprétations de notre propre droit, qui est venue nous dire que notre propre droit pouvait plus s'appliquer, ou qui est venue nous dire que la volonté du peuple pouvait plus s'appliquer. Puis quand c'est des juges qui décident que les citoyens n'ont plus rien à dire, ça pose quand même
un problème plus que léger dans un système qui se prétend démocratique. Au-delà de ces questions essentielles de démocratie et de souveraineté, deux incertitudes demeurent. La difficulté de savoir quel traité serait remis en question et le contrôle de constitutionnalité. Pour la conseillère Laurence Feldman-Riehl, la Suisse souffrirait d'une victoire du oui. Et sur le plan économique, il ne faut pas oublier non plus que la Suisse gagne 2 francs sur 5 à l'étranger. Et donc elle est étroitement en lien avec toutes sortes de traités internationaux, et tant du côté des droits humains que du côté aussi économique. Et ça serait un grave dégât d'image si la Suisse acceptait cette initiative. Il y a une disposition transitoire dans l'initiative de l'UDC, qu'elle cherche à faire passer maintenant, qui dit que tous les traités internationaux qui n'ont pas été soumis à un référendum populaire ne doivent plus être appliqués. Et c'est ça qui est problématique, c'est là où ça s'adresse et ça touche directement la Convention européenne des droits de l'homme, qui a aussi la particulier d'avoir force contraignante en Suisse. Et c'est aussi pour ça qu'elle est clairement dans le collimateur. Donc on est dans une situation extrêmement confuse. Et à mon avis, cette grande confusion fait partie de la stratégie de l'UDC. Ça fait partie de la déstabilisation de l'état de droit pour, au fond, quelque part, instiller le besoin de la quête de l'homme fort, de l'UDC qui sauve le pays, etc. Donc il y a toute une stratégie là derrière. À l'UDC, cependant, on minimise. Jean-Pierre Grain, conseiller national et membre de la délégation à l'Assemblée du Conseil de l'Europe, se veut rassurant. Ça, on met du brouillard dans notre initiative, parce que, comme l'a dit mon collègue, la libre circulation pourrait être mise en danger, mais néanmoins, la libre circulation, c'est donnant-donnant. Aussi bien la Suisse a besoin d'avoir des forces de travail économiques, aussi bien l'étranger a besoin également de la Suisse dans le cadre de la recherche, dans le cadre de toutes nos autres écoles, etc. Et là, je crois que c'est donnant-donnant. Pour ma part, il n'y aura pas de problème. Certains nous posent aussi des traités commerciaux. Par exemple, avec la Chine, si on a un traité commercial, il va tomber, mais ce n'est pas vrai. Là, les entreprises seront libres de mettre le fort de justice où les partenaires le désirent. Ça ne sera pas impératif. Mais simplement, sur le droit, nous demandons que, sur le droit facultatif, la Suisse, les tribunaux suisses aient la priorité et le dernier mot. Reste enfin la question technique de la garantie de la Constitution suisse, qui ne serait plus correctement assurée, selon Lisa Mazzone. La Suisse a certes les droits fondamentaux inscrits dans sa Constitution, ce qui est normal. Le problème, c'est que nous n'avons pas de cour constitutionnelle. Donc si une loi est adoptée par le Parlement et qu'elle viole les droits fondamentaux inscrits dans la Constitution, il n'y a aucun moyen d'attaquer cette loi devant une instance tierce. Et ça, je pense que c'est fondamental parce que ça montre qu'en Suisse, la protection des habitants, de la population contre des dérives de l'État est malheureusement déficiente. Il manque un échelon. C'est une initiative qui est extrêmement dangereuse parce qu'elle s'attaque directement à la Convention européenne des droits de l'homme et en réalité, elle enlève un droit de recours qui est à disposition des citoyennes, des citoyens de la population dans son ensemble en Suisse quand elle a épuisé toutes les voies en Suisse pour faire valoir ses droits. Des cas, on en a pléthore. La Convention européenne et son application par la Cour a vraiment aidé la Suisse à faire progresser l'application des droits humains. Au fond, pour l'UDC, il y a bien une question de principe. Mais finalement, c'est aussi le contenu qui est au cœur de ce débat. Pour ceux opposés à l'initiative, l'intégration internationale est un instrument pour faire évoluer la société. Pour l'UDC, il s'agit de résister à la nouvelle gouvernance supranationale et à l'activisme des juges. Parce que la Cour européenne des droits de l'homme s'est mêlée de toutes sortes de choses, s'est mêlée de questions religieuses, de nos écoles, s'est mêlée de droits civils. Avec des décisions, il y a à boire et à manger. Et je trouve que le fait qu'il y ait une Convention des droits de l'homme, et la Convention des droits de l'homme en soi, n'est pas un problème. Je trouve que ça a été une avancée énorme au niveau de la société humaine. Mais par contre, la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme, qui au départ devaient régler des cas qui étaient relativement restreints,
Et ce qui se passe maintenant, c'est que soit la Cour de justice européenne, soit la Cour européenne des droits de l'homme s'immiscent dans les détails les plus... Comment dire des détails qui sont normalement uniquement gérés par le droit national. Ces tribunaux se sont arrogés de plus en plus de droits, de compétences qui n'étaient pas les leurs au départ. On a par exemple obtenu un délai plus long de prescription dans les cas de cancer développé suite à l'exposition à l'amiante. On a obtenu le droit, après un divorce, à un remariage tout de suite et sans devoir attendre 3 ans. On avait une disposition en Suisse qui faisait qu'après un divorce, on devait attendre 3 ans avant de se remarier. Donc c'est typiquement des droits qu'on a obtenus grâce à la Cour européenne des droits de l'homme. Et là, on voit vraiment l'effet dynamique de l'application des droits humains grâce à la Cour européenne des droits de l'homme. À moyen terme, on pourrait voir une régression des droits, y compris éventuellement des droits des femmes. Il faut savoir aussi que nous avons ratifié très récemment la Convention d'Istanbul, qui est la Convention pour la protection des femmes contre les violences domestiques et les violences en général. Et au moment où on commence à parler justement de manière beaucoup plus ouverte des questions de harcèlement sexuel, de violences faites aux femmes, on pourrait imaginer qu'on revienne en arrière sur cette convention, et ça serait effectivement très grave. Là où les contenus deviennent intéressants, pour rentrer dans votre logique, c'est si on part du point de vue que les juges, puisqu'ils sont cooptés, ils sont cooptés par des groupes d'intérêt. Et que ces groupes d'intérêt, puisqu'ils ont le pouvoir et l'argent, sont les tenants de ce nouveau dogme matérialiste athée qui est en train de détruire finalement les fondements de la civilisation chrétienne. Donc on voit que le grémium en question n'est pas neutre. Il n'est pas neutre dès le moment où par la nomination, par la cooptation, on va mettre dans ce poste des gens qui auront un certain mode de pensée. Là, le contenu intervient. Et que donc les jugements qu'ils prononceront seront déterminés totalement par leur vision du monde. Et puisque, si le peuple décide que ces gens-là, dans leur juridiction, dans leurs arrêts qu'ils prononceront, sont supérieurs à notre Constitution, nous allons nous faire effectivement imposer des contenus dont nous ne voudrions éventuellement pas du tout. Prenons en plus une autre forfaiture, les droits de l'homme. Ah ouais, mais quels droits de l'homme? On nous dit les droits universels de l'homme. Ah ouais, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ah bon? Comment se fait-il alors que les 56 pays de la conférence islamique ont des droits de l'homme islamiques, basés sur la charia? Et quand on lit les détails, on s'aperçoit que tout à coup, attention, dans les droits de l'homme, dans les droits de la femme, dans les droits de l'enfant, dans le droit pénal, etc., c'est totalement aux antipodes de ce que nous défendons. C'est quoi les droits de l'homme alors? Et si un jour le droit islamique devait l'emporter au niveau planétaire, nous, États-nations souverains, on ferait quoi? On n'aurait plus qu'à appliquer la charia. Mais on en arriverait à cette absurdité. Donc, moi j'estime que la seule manière de garantir l'état de droit, c'est-à-dire la dignité d'un individu dans un territoire donné, basé sur une constitution, c'est justement cette constitution. Finalement, quelle que soit l'issue du vote, cette votation sonne comme un avertissement adressé à la Cour européenne des droits de l'homme et à l'Union européenne. Je pense que ce que l'UDC a initié, et par le fait aussi que nous avons des droits populaires très développés, cela peut donner de mauvaises idées à d'autres pays qui auraient tendance à avoir aussi des réactions souverainistes et populistes. Alors on peut, sur différents angles, effectivement, on peut constater que sur le plan économique, l'Angleterre avec le Brexit, mais il y a aussi la Hongrie ou la Pologne qui ont aussi des réactions qui sont souvent parfois un peu antidémocratiques, xénophobes, etc. Et sous ce mouvement un petit peu général qu'on peut voir apparaître en Europe est assez inquiétant, parce qu'effectivement la Suisse, qui est quand même réputée comme un pays éminemment démocratique, elle donnerait un extrêmement mauvais signal à l'ensemble des pays européens, et c'est une raison de plus de refuser cette initiative. Le non est donné favori pour ce vote du 25 novembre, un vote dont l'enjeu dépasse largement la Suisse.